Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on revient sur une affaire particulièrement tragique, celle d'Elias, un adolescent de 14 ans agressé en janvier 2025 à Paris après son entraînement de foot. Il est décédé le lendemain. Oui, un drame épouvantable. Pour en parler, on s'appuie sur une discussion relayée par le Figaro avec les avocats de la mère d'Elias, maître Ostrovka et Gooch. L'idée, c'est de faire le point sur l'enquête et puis de voir les questions plus larges que ça soulève. C'est ça. Alors, sur l'enquête elle-même, il faut savoir qu'une information judiciaire est ouverte. Depuis le 24 janvier, en fait, juste après les faits. D'accord, donc avec un juge d'instruction qui mène les investigations. Exactement. C'est lui qui pilote l'enquête approfondie. Et il y a 2 mineurs qui ont été mis en examen. Mise en examen, ça veut dire qu'ils sont formellement suspectés? Oui, voilà. Et ils sont actuellement en détention provisoire. Dans des endroits différents, bien sûr. Et la famille, qu'est-ce qu'elle attend de cette instruction? J'imagine que c'est beaucoup de choses à la fois. Ah oui, c'est multiple. D'abord, et c'est le plus important pour eux, c'est la vérité. La vérité judiciaire, la plus proche possible de ce qui s'est passé. Déterminer le rôle précis de chacun dans l'agression? Tout à fait. Qui a fait quoi exactement? Ensuite, il y a le besoin de comprendre la personnalité des accusés. C'est une étape clé en vue d'un éventuel procès, probablement devant la cour d'assises des mineurs. Et au-delà des individus? Ben, il y a cette volonté de voir s'il y a eu des dysfonctionnements, que ce soit dans la justice, le suivi éducatif, peu importe. Des choses qui auraient pu, peut-être, contribuer à ce drame. C'est une dimension plus systémique, quoi. Oui, je vois. Et ça fait écho, j'imagine, à la tribune publiée par la mère d'Elias, celle intitulée Qui s'est moqué d'Elias? Exactement. Une tribune publiée le jour de la fête des mères, ce qui est Symboliquement très fort. très fort, oui. Et les avocats disent que c'est un cri. Un cri de douleur immense, bien sûr, mais aussi une manière très claire de dire non à la récupération politique. Il voulait éviter ça. Voilà. Et c'était aussi, d'après eux, une réponse à une certaine couverture médiatique de leurs premières interventions en février. Ah oui, en quoi? Mais les médias s'étaient beaucoup focalisés sur un appel à soutenir une proposition de loi, et ça avait un peu occulté le reste de leur message plus profond. D'accord. Et ce titre alors, Qui s'est moqué d'Elias? Comment est-ce qu'il faut le comprendre? C'est interpellant? Oui, ça interpelle. D'après l'analyse des avocats, ça vise deux choses. D'un côté, la responsabilité directe individuelle. Qui a porté les coups? Qui est responsable des faits? La vérité sur l'agression elle-même. C'est ça. Mais de l'autre côté, c'est une question bien plus large. Une interrogation sur les responsabilités collectives. Comment en est-on arrivé là? Quels sont les processus, les failles peut-être, qui ont mené à cette violence? C'est une question pour nous tous, en fait. Hmm. Un point qui semble avoir été très douloureux et les avocats insistent dessus, c'est la question des armes utilisées. Ah oui, ça, c'est crucial pour eux. Et aussi la façon dont ça a été rapporté au début. Ce n'était pas juste un couteau, c'est ça? Non, non, absolument pas. L'info qu'ils avaient donnée, y compris dans un communiqué à l'AFP, était très précise. Il s'agissait d'une machette, une machette type zombie killer, avec une lame de 40 centimètres. 40 centimètres. Oui. Et une hachette. Apparemment, chaque agresseur présumé avait l'une de ces armes. Donc, que ça ait été présenté au début comme un simple couteau, ou que l'info ait été mal relayée, C'est perçu comme une minimisation de l'horreur. exactement. Une négation de la violence extrême de l'acte. Et il y a eu aussi, d'après eux, des insinuations comme quoi Elias n'aurait peut-être pas donné son téléphone. Suggérant qu'il aurait une part de responsabilité. Mais c'est terrible. Alors qu'il l'avait donné, hein. C'est ce qu'ils affirment. Donc oui, c'est très dur pour la famille. Et sur les faits eux-mêmes, l'agression, où en est-on? Les avocats sont clairs. Ils respectent le secret de l'instruction. Mais ils déplorent certaines fuites dans les médias. Sur le fond, les faits matériels, l'agression elle-même, sont apparemment reconnus par les mises en examen. Ils reconnaissent avoir été là, avoir frappé. C'est ce qui semble ressortir. L'attente maintenant, c'est d'avoir des explications. Honnêtes, si possible. Comprendre leur passage à l'acte, même si, pour la famille, rien ne peut justifier l'irréparable, hein, bien sûr. Bien sûr. Et vous parliez de dysfonctionnement possible. Les avocats pointent des choses précises. Oui, plusieurs choses. Par exemple, ils s'interrogent sur l'efficacité d'une mesure comme l'interdiction de contact entre les deux mineurs. Surtout s'ils habitent très près l'un de l'autre, genre à 100 mètres. Difficile à faire respecter, oui. Voilà. Ils questionnent aussi le suivi éducatif. Est-ce qu'il y a eu des alertes avant? Hmm. Est-ce qu'elles ont été prises en compte? Et puis, il y a la question des moyens. Le manque de moyens. Oui. Par exemple, le dossier unique de personnalité, créé en 2021. Hmm. C'est un outil censé améliorer le suivi des mineurs délinquants. Mais sur le terrain, les éducateurs ont-ils les moyens de l'utiliser efficacement? Pas sûr.
manque de personnel, manque de temps. Et d'autres choses. Ils évoquent aussi le manque de vidéosurveillance près du stade, là où ça s'est passé, et une présence policière qu'ils jugent insuffisante dans le quartier. Comment la famille vit tout ça? Est-ce qu'ils se sentent soutenus? Ah, c'est une épreuve terrible, ils utilisent le mot perpétuité. C'est leur vie qui est brisée. Mais oui, ils se sentent soutenus. Par leurs proches, par l'opinion publique aussi. Et les réactions officielles? Il y a eu des contacts avec la mairie de Paris, le préfet de police. Par contre, ils ont été heurtés par certaines déclarations de la maire du 14e arrondissement. L'appel de la maire, sa tribune, a été largement entendu, c'est clair, jusqu'au Premier ministre. Mais Mais les avocats trouvent que l'analyse qui est parfois faite de la violence des mineurs est un peu restrictive, souvent limitée à l'influence d'Internet, des réseaux sociaux. comme si c'était la seule explication? Voilà, alors que c'est sans doute plus complexe, avec des facteurs sociaux, éducatifs, familiaux. Pour finir, quel est le message principal que les avocats et la mère d'Elias veulent faire passer? Ils insistent beaucoup sur le souvenir d'Elias. Ils veulent qu'on se souvienne de lui vivant, souriant, passionné de foot. Ils le décrivent comme un petit ange courageux. Bon, pas l'image de sa fin tragique. Préserver son image, sa mémoire. C'est ça. Et sur le plan judiciaire, ils attendent une instruction rapide, efficace, qui puisse établir les vérités et les responsabilités. Et cette affaire, au-delà du drame personnel insoutenable, elle nous renvoie à des questions fondamentales, n'est-ce pas? Comment notre société, les familles, les institutions, la justice, politique, comment peut-on mieux prévenir ces actes? Oui, c'est la question essentielle. Quels moyens on met vraiment pour protéger les jeunes? Pour assurer ce minimum de sécurité qui permet à un ado d'aller jouer au foot sans risquer sa vie. Ça demande une réflexion collective et surtout des actions concrètes. Une réflexion absolument nécessaire. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.